Serge, je voudrais évoquer avec toi quelqu'un qui nous est cher, et particulièrement à toi, Joseph Schwartz. Il est né dans une famille juive polonaise. Son père était immigrant, sa mère également. Son père, après des débuts de mineur dans le Nord, a créé une entreprise de ferraille dans le 13e arrondissement, rue de la Vistule. Et ils avaient deux enfants, Joseph né en 1927 et Paul né en 1931. La guerre les a surpris en pleine, je dirais, ascension professionnelle des parents, en pleine intégration. Les persécutions anti-juives ont commencé, l'arianisation de la société de son père, et puis les rafles, et d'abord la rafle des hommes en 1941, et puis en 1942, au mois de juillet, la rafle du vélodrome d'hiver. D'un seul coup, il perd sa mère, son père, son frère. À 15 ans, il se retrouve tout seul et il doit prendre la fuite. Il part en zone libre. C'est un véritable périple à travers la France. Il est à Lyon, à un moment, il habite rue Sainte-Catherine, là où va avoir lieu la rafle. Il habite avenue Marcellin Berthelot, là où s'installe la Gestapo de Klaus Barbie en 1943. Il revient à Paris, il rentre dans la Résistance avec les amis de la MOI, avec Victor Ziegelman, avec Léon Sévry. Léon Sévry. Et donc il participe à la libération de Paris. Il est même au cœur, disons, de la répression des collaborateurs à l'Institut dentaire près de la place Saint-Sulpice. Et puis, il essaye de reprendre ses études parce qu'il aime les études et qu'il n'a cesse de lire et de se lui-même pendant ces années, ces années terribles. C'est un équilibre que lui donne la culture française. Et donc il reprend ses études au lycée, mais il ne peut pas tenir parce que il est devenu un homme et il ne peut pas supporter la discipline scolaire et il reprend l'entreprise de son père. À quelle occasion vous vous êtes rencontrés au fond et qu'il a commencé avec toi, on peut dire, parmi les hommes du premier cercle, c'est-à-dire lorsqu'il y a eu les procès à Cologne à l'encontre des criminels nazis. C'est un peu après Cologne, Oui. Et notamment à la fin des années 1980, oui. Et dans l'affaire Bousquet. C'est ça. Et Bousquet, c'était le véritable responsable de la rafle du 16 juillet, sur le plan décisionnel de donner la police française aux Allemands. Et la blessure de Joseph est une blessure qui ne peut pas guérir d'avoir vu des uniformes français venir arrêter sa famille. Oui. Il y a une photo que tu dois voir dans tes archives, où on nous voit, les fils et filles, manifester devant le domicile de Bousquet. Au domicile de Bousquet, en train de brandir une pancarte. Oui, c'est ça. Et Joseph voilà, c'est cette... oui, c'est celle-là. Et tu n'es pas loin, d'ailleurs. Oui, voilà. Et tu n'es pas loin. Oui, je suis juste à côté de Joseph. Oui. Voilà, oui.
Et depuis, il n'a cessé de participer aux manifestations et aux voyages dans les pays baltes, en Pologne, à Auschwitz, aux États-Unis, en Israël. On essaye de lui ressembler parce que c'est un couple qui est cohérent depuis depuis 70 ans. Alors, il y a quelque chose qui m'a particulièrement ému, parce qu'il faut savoir que tu as consacré des ouvrages, et en particulier, je voudrais citer les 4000 enfants déportés de la rafle du Veldiv, avec la photo de Joseph et de son frère Paul. Et puis j'ai mis une oui, et justement, c'est ça petite dédicace. C'est ça. Alors on va en parler, parce que Serge, je t'assure que c'est une dédicace vraiment rare, bouleversante, je dis bien bouleversante, je pèse mes mots, parce que tu dis, cet ouvrage est dédié à mon ami Joseph Schwartz. En fait, c'est une orthographe Schwartz, S-C-H, mais en fait c'était S-Z-W-A-R-C, mais c'est devenu Schwartz. Rescapé de la rafle du Veldiv, où sa famille a disparu, et là, tu dis, nos deux familles resteront unies dans la même tombe. Je dois dire que, bon, c'est peut-être le paradigme de l'amitié que tu lui portes, je dirais une amitié véritablement fraternelle, on peut dire presque parentale, parce que c'est très fort de dire une chose pareille. C'est-à-dire que ton amitié, tu veux la poursuivre au-delà de ton existence terrestre. Mais j'aime tellement parler avec lui, j'aime tellement l'écouter, parce que c'est lui qui parle le plus, que j'ai décidé de poursuivre le dialogue au-delà de notre vie, c'est-à-dire en espérant qu'on pourra dialoguer dans la tombe. En même temps, c'est un réconfort de savoir qu'on sera unis et que finalement nos destins seront cohérents et communs et que ceux qui viendront sur ma tombe viendront également sur la tombe de Joseph et vice-versa. Je voudrais aussi rappeler dans Militer et témoigner le tome 3 2010-2015, et c'est pas un hasard, on ouvre le livre et il occupe, je dirais, la moitié du livre. Témoignage de Joseph Schwartz, ça se passait donc le 21 juillet 2013, et il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire l'année d'avant, c'est-à-dire nous sommes en 2023, c'était en 2022, souviens-toi, son témoignage au Veldiv, où on a vu cet homme-là monter à la tribune et piquer une colère à ce moment-là contre ceux qui manifestaient avec l'étoile jaune à propos du Covid. C'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas oublier, ça. Oui, et il a improvisé parce qu'il ne l'avait pas préparé. Au contraire, il avait préparé, je crois, un texte, mais l'émotion et la nécessité de dire ce qu'il avait sur le cœur l'a poussé à prendre la parole très vigoureusement et ça a impressionné beaucoup les membres du gouvernement qui étaient là. Tout à fait. Quand on vous voit vivre tous les deux, je peux avoir ce recul, c'est que, en fait, psychologiquement, vous vous ressemblez beaucoup. Joseph, il n'a pas sa langue dans sa poche, et toi, quand effectivement, tu dois te heurter même aux instances de la République, plus hautes instances de la République, bah, tu n'hésites pas, quand on voit ton histoire, eh bien, je dirais, tu restes droit dans tes bottes pour aller jusqu'au bout de ton action. Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord, tout à fait. Simplement, Joseph le fait à titre, je dirais, privé. Moi, je suis obligé de le faire depuis très longtemps, à voix haute. Mais là, justement, Joseph a eu l'occasion de s'adresser à la première ministre qui était là et donc de lui dire ce qu'il avait sur le cœur. Moi, je le dis assez fréquemment, puisque je suis porte-parole des orphelins. Oui.
Oh, ce qui nous réunit, c'est qu'on a vécu ensemble pendant la guerre. Moi, j'étais quand même plus jeune de 8 ans, mais on a eu la même expérience, c'est-à-dire on s'est heurté aux Allemands, on s'est heurté, Joseph particulièrement, aux forces de police françaises, moi non, mais on a la même opinion par rapport aux Français. C'est-à-dire que les Français ont beaucoup aidé les Juifs et le peuple français, la population, aussi bien ceux les braves gens qui étaient du côté de la résistance que les braves gens qui étaient du côté du maréchal Pétain. Maintenant, il y a aussi, me semble-t-il, un trait commun, je dirais, je n'hésite pas à le dire, c'est l'amour. L'amour, pourquoi? Parce que tu fais un couple, je dirais, tellement uni avec Béat depuis si longtemps, et lui fait aussi un couple uni avec Nicole. Tout à fait. Hein. Et tu l'as dit souvent, pour aller au bout du combat, il faut être aussi heureux en amour. Bah oui, et d'ailleurs, chez les fils et filles, je vois les Wojciechowski, les Lippe, les Boucherberg, ça donne beaucoup de force d'être aimé et d'aimer. Bien sûr. Si on n'est pas heureux à titre privé, c'est très difficile de mener une action positive. Une action négative, peut-être, il faut être amer et aigri et tout pour avoir la force d'agir, d'exercer son pouvoir de nuisance, mais pour les actions positives, il faut beaucoup d'amour. Oui. Voilà. Alors, si tu permets, un autre trait commun que je vois, c'est l'élément culturel. Moi, j'ai beaucoup de diplômes, mais lui n'en a pas. Il a beaucoup plus de mérite que moi, et à chaque fois, je suis émerveillé parce qu'il a une mémoire prodigieuse. Oui. Il se souvient de milliers de vers, et il me dépasse largement, donc j'ai beaucoup d'admiration pour cette curiosité et puis aussi pour retenir. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire, là, comme ça, spontanément, en ouvrant ton cœur? Que je l'aime beaucoup et que c'est comme un frère aîné, et puis à notre âge, moi je vais avoir 88, il a 96, d'avoir quelqu'un de la génération précédente qui a vécu les mêmes événements. Bientôt je me retrouverai, il n'y aura pas grand monde pour avoir vécu ces événements d'une façon consciente. Il fallait avoir au moins 6-7 ans pour les vivre de façon consciente. C'est un réconfort, donc je prie le ciel qu'il vive jusqu'à 120 ans pour que je ne sois jamais orphelin de Joseph Schwartz. Au fond, pour aller jusqu'au bout d'un combat, il faut être aussi heureux en amour. Ben oui, c'est ça. Je dis quand même maintenant où il est quand même un peu dépressif, il est malade, sans Nicole, il ne pourrait pas se tenir, impossible. Et Nicole a un caractère formidable pour savoir comment on peut le calmer, etc. Donc vraiment, je dis aussi beaucoup d'amour pour Nicole, c'est une femme extraordinaire. Nos deux familles resteront unies dans la même tombe. Est-ce que Serge t'avait parlé de cette dédicace ou est-ce que tu l'as découverte? Non, je le sais. Enfin, de toute façon, mais en plus, je le dis aussi, parce qu'on était souvent au jardin d'enfants et vous avez la photo de la famille qui était un petit peu près du mur. Et chaque fois quand Joseph est devant cette photo, il commence à pleurer, c'est terrible, là, vraiment. Là, sur place, là, ça lui revient tout ça. Maintenant, oui, parce qu'en principe, il y a un enterrement au même endroit. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire comme ça, spontanément?
comme message? Qu'est-ce que tu voudrais lui délivrer? Ben pour Joseph, je veux dire, écoute, même si tu parles beaucoup et tu es pessimiste, mais nous sommes là pour te soutenir et quand même, pense que tu as fait tellement de choses dans ta vie et il faut absolument que tu sois un exemple pour, malgré tout ça, de vivre le plus longtemps possible. Mais je crois en lui-même, il a quand même cette envie de faire les 100 ans. Hein. Et nous les souhaitons. Ça, c'est sorti de ce matin. L'œuvre de Serge, c'est de n'oublier personne. Et toi qui es son meilleur ami? Oui, on a été enterrés ensemble, tu sais. Ben oui, c'est ça, c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'il ne se cache pas de dire « Je partagerai ma tombe avec Joseph et on sera ensemble ». Je vais voir où il travaille, où il travaillait, parce que maintenant c'est plus... On ne peut pas monter à 3, là, je sais pas. Oh non, je crois pas. Non, mais vas-y. Ben non, d'abord. On monte à 2. L'année prochaine, hein. Figure-toi que j'ai retrouvé alors des photos assez extraordinaires parce que ça date d'il y a une quarantaine d'années. 40 ans. Oh ben largement. On était déjà ensemble, figure-toi, avec le groupe à Milo en Israël. Ah ben dis donc. Voilà. Ah ben dis donc, ça ne nous rajeunit pas. Ça ne nous rajeunit pas. Et alors figure-toi... Attends, où je suis là? Ben si, t'es sur le côté. Hein, et je vais même te montrer. Je suis derrière, moi. Ouais, t'es derrière. Mais là, il y a quelque chose où tu vas bien te reconnaître et ça va rappeler des souvenirs. C'était au mur, au Kotel. 88. Tu te rends compte? Au Kotel. Et là, souviens-toi, on avait vu les Japonais qui étaient arrivés. Oui, et oui, voilà. Oui. Et là, tu tiens Milo par l'épaule. Ah oui, mon pote Milo. Ah ben oui. Voilà. Et là, ça rappelle des souvenirs. Des compagnons qu'on a tous bien aimés, Jaco, Tauros, et puis voilà, Annette bien sûr. Elle aussi, moi je l'aimais beaucoup, elle, Sarah Bojakowski. Ah ouais. Voilà. J'ai toujours été impressionné par cet ouvrage, qui a été publié évidemment par Serge, Les 4000 enfants déportés de la rave du Veldiv. Et tu veux que je te dise, regarde, quand je te vois avec ton frère, ici, voilà, c'est, je sais, quelque chose qui t'est très douloureux, et c'est là-dessus que je voudrais revenir, parce que ton frère, malheureusement, a été aussi victime de la rafle du 16 juillet. Peut-être que je voudrais que tu évoques un petit peu ce qui s'est passé à ce moment-là, parce que, en fait, ta mère et ton frère ont été prises ce jour-là. Ton père, lui, n'a pas voulu se séparer de sa femme et de son fils. Grand, lui. Voilà. Tu quittes tes parents le soir, ta mère te donne une brosse à dents, un bout de savon, un gant de toilette, un petit pyjama, tu pars avec ton truc, le lendemain t'es plus personne. Comment est-ce qu'on peut vivre après une épreuve pareille? Je l'ai dit au mémorial. Il dit comment vous avez vécu? Ben, je dis on n'a pas vécu, on s'est bricolé, on s'est rafistolé. Il y a encore pas si longtemps, tu me disais, tu revoyais ta mère, tu revoyais des scènes, et surtout, ce qui m'a frappé, c'est il n'y a pas plus quelques jours, par exemple, tu étais en plein cauchemar où tu entendais Papieren, Papieren. Je suis passé une fois avec des faux papiers, mais une fois avec des vrais faux papiers pour aller. Et on passait un moulin. Et d'après Joly, Moulin était le point de passage le plus dangereux. Je me souviens encore des Allemands qui passaient par-dessus nos têtes en criant « Papieren, Papieren, Marche schnell !» Ta mère est arrêtée avec ton frère. Ton père, lui... Ils sont arrêtés le 16 juillet au matin. Le 16 juillet au matin.
Toi, mon père qui dormait dans le garage derrière chez des amis, qui avait un garage à Coudreau, il s'appelait. Quand il a vu que qu'ils étaient pris, que sa femme et puis son fils avaient été pris, a été se rendre. Il a été se rendre carrément au commissariat. Moi j'étais à Choisy-le-Roi, avenue Rondu, chez des amis. Alors qu'est-ce que je dois faire? T'as plus de parents, j'étais là. Et je m'en souviens toujours. L'image qui m'est restée, je suis content que Nicole soit pas là. C'est les chaussons de ma mère au pied du lit. Ça. Dur. Très dur. Et il faut que je raconte la suite. De là, je savais pas quoi faire. Je suis monté chez des voisins, Frankel. Je frappe, ils n'ouvrent pas. Je dis en yiddish, je sais les douilles. Parler yiddish. Et ils ouvrent la porte. Il avait 2 assiettes sales, il les lavait dans l'évier, tu vois, pour laisser la maison propre. Des petites choses, quoi. Et à ce moment-là, on frappe à la porte. On n'ouvre pas. On entend police, ouvrez, on défonce la porte. Au final, on n'a pas ouvert, ils ont défoncé la porte. Puis ils nous ont emballés. Et nous ont emmenés au commissariat. Ils ne nous ont pas emmenés en voiture. Eux, la voiture marchait devant, au pas, et nous, on suivait à pied derrière. Ils ne nous ont pas fait monter dans la voiture. Donc, on s'est retrouvés au commissariat de la place d'Italie. Tu vois? C'est ça. J'ai su par qui, on a été dénoncé, j'ai recherché pour lui faire la peau au gars, j'ai jamais retrouvé. J'ai retrouvé ses enfants, qui avaient une dizaine d'années, qu'il avait laissé ses enfants chez un voisin, qui était eu face aux enfants. Donc on s'est retrouvés au commissariat. Et on s'est retrouvés là, on n'était pas nombreux, parce que la grande rafle étant passée, c'était le lendemain, puis on attendait. On ne se parlait pas d'ailleurs. C'est une drôle d'ambiance, comme ça, je m'en souviens encore. Ils étaient assis, les pauvres là, c'était assis. Il y avait 2 vieux. Ils avaient des par-dessus, je leur dis pourquoi vous n'enlevez pas vos par-dessus? Moi j'avais 15 ans. Ils disent on les emmène parce qu'on ne sait jamais. Bon. Je regardais l'avenue des Gobelins, je m'en souviens, il y a une voiture qui lavelait avec des rouleaux, comme ça, qui lavait l'avenue. Et puis il passait un garde mobile, ou je sais pas quoi, qui est devant, qui faisait les 100 pas. Et il faisait les 100 pas, puis à un moment donné, il regardait, il me dit, allez, fous le camp. J'ai jamais su de ma vie s'il m'a dit qu'il fallait que je rentre dans le hangar ou que je me tire. J'ai entendu ça, je me suis tiré, voilà. J'étais boulevard Auguste Blanqui, j'ai pris l'avenue des Sœurs Rosalie, j'ai pu couper, je suis descendu, j'ai arraché mon étoile. J'étais chez ma grand-mère, rue des Maronites, à Ménilmontant. Et là, je l'ai trouvé en pleurs. On venait d'arrêter ma tante. Et on l'avait laissé, ils n'arrêtaient pas les vieux jours-là, j'en sais rien, je sais pas. Voilà. Au moment de la libération, on te voit sur une ambulance, assis, ouais, avec un groupe de résistants. C'était les hommes de main. D'accord. C'était nos hommes de main. C'est ça. Alors? Et moi, assez curieux, jeune comme j'étais, j'avais déjà un pouvoir sur eux. Ils m'obéissaient. Tiens. J'avais 15-16 ans, ils étaient mes enfants. Ah oui. J'étais le chef. Et j'avais rien pour être un chef. Comment tu as rencontré Serge? Et après, il faut dire que tu as une véritable épopée avec les Serge, fils et filles. c'est très simple. Oui. Et c'est là que Ziegelman me dit, va voir Léon, ils sont en train de monter un truc
pour les fils et filles. Je vais voir Léon dans sa boutique là-bas, rue Bellel, d'accord. Et puis c'est là que c'est parti. C'est là que c'est parti. Ouais. Le militantisme qui a été le tien, parce qu'en fait, tu fais partie de, je dirais, des soldats autour de Serge. Est-ce que c'est quand même quelque chose, bon, qui fait chaud à ton cœur de savoir que tu as compté quand même? Je suis heureux d'avoir rencontré Serge. Oui. Ça c'est sûr. Il est certain que le militantisme qu'on a fait m'a, si tu veux, conforté dans un certain sens, parce que j'avais l'impression que je faisais quelque chose pour nos martyrs. Joseph Schwartz, il nous donne aussi une leçon de vie. Et pourquoi tu nous donnes une leçon de vie? Parce que toi, l'orphelin, toi, seul au monde, tu as fondé une famille, mais surtout, je dirais, dans la filiation de ton père, tu as quand même fait une réussite sur le plan du métier, quoi. Donc ça, c'est formidable. J'étais au lycée Voltaire, je m'en souviens. J'étais, si tu veux, un adolescent difficile. J'aimais pas recevoir d'ordre. J'envoyais chier les profs. J'aimais pas recevoir d'ordre. J'avais vécu seul, j'étais démerdé tout seul. Donc ça se passait comme ça, quoi. Et puis j'ai eu des amis de mon père. Mon père était très aimé. C'était un métier ferrailleur où il y avait des Auvergnats ou des Juifs. Et de fil en aiguille, après la guerre, des gens ont essayé de me joindre, qui connaissaient mon père. Et la première fois, c'est un marchand de métaux de Carlier, il s'appelait, de Lille, qui connaissait bien mon père et qui l'estimait. Ils estimaient mon père parce qu'il avait un peu l'esprit auvergnat. Mon père d'une famille de paysans en Pologne. Les Auvergnats aiment bien les travailleurs. Mon père, c'était un bosseur, physiquement un bosseur. Chargé, déchargé. Et ce Carlier, après la guerre, a cherché à savoir ce qu'était devenu mon père. Et il m'a dit, viens me voir à Lille. Il m'emmène dans un groupe de marchands de métaux. Il dit, ça c'est le fils Schwartz, il participe avec nous. Tu pourrais pas vivre sans lecture, toi, c'est pas possible. Pas possible. Voilà. Pendant la guerre, avec mes faux papiers, je m'étais inscrit à la bibliothèque des Sociétés Savantes, rue Serpente. J'ai toujours été attiré par la lecture depuis... je me souviens toujours, j'ai eu le premier prix de récitation. Et je vois encore ma pauvre mère. On amenait ses rubans à l'école pour enrubanner le prix qu'on te donnait. Nicole, la femme de ta vie. Comment tu rencontres Nicole? Nicole rencontre d'une façon bizarre. Je faisais du théâtre, figure-toi. J'ai fait du théâtre en 1947, 8, 9. J'ai connu Nicole là, au théâtre de l'Atelier. J'aimais bien le misanthrope. Je dois lui dire, allez, vous devriez mourir de pure honte. Une telle action ne saurait s'excuser. Et tout homme de l'heure s'en voit scandalisé. Je vous vois accabler un homme de caresse. Et témoignez pour lui les dernières tendresses de protestation, d'offres et de serments. Vous chargez la fureur de vos embrassements. Allez, hein? Écoute, c'est magnifique, c'est super. Une chose lâche, indigne, infâme, que de s'abaisser ainsi pour salir son âme. Et si par un malheur j'en avais fait autant, je m'irais de regret pendre tout à l'instant. Je t'embrasse. C'est bon, Michel, ça te va? Je peux poser une question? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu dirais à la jeunesse aujourd'hui? Oui. Maintenant, Oui. à la jeunesse, regardez le passé. Et souvenez-vous du passé. Ne soyez pas égoïstes. Voilà. Mobilisez-vous pour des grandes causes. Voilà ce que je dirais. Faites comme nous on a fait.